La tragédie. S'il y a un genre qui me touche particulièrement, c'est bien celui-là. Suivre des personnages ambigus qui s'embourbent dans un chemin sans issue, sentir le poids de chaque choix alourdissant cette sensation d'ironie dramatique et percevoir les mécanismes infernaux des rouages de la tragédie. C'est en effet un genre plein d'ironie, d'une puissance dramatique folle, mêlant ce qu'il y a de plus intime et de plus grandiose au sein d'un même vers, d'une même action. D'Antigone, s'opposant à son père Créon pour offrir à son frère une sépulture, à Anakin, empruntant petit à petit le chemin du côté obscur, aveuglé par son orgueil et la promesse de sauver celle qu'il aime de la mort, la tragédie dissèque ses personnages et les pousse dans les retranchements moraux les plus forts. L'homme y est tiraillé intérieurement et extérieurement, entre honneur, amour, devoir et sentiment, le plus souvent dans un cadre politique conflictuel. L'œuvre littéraire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le méconnu et très politique Coriolan, la dernière tragédie créée par William Shakespeare en 1607, alors âgé de 43 ans. Elle narre le destin tragique de Coriolan qui se bat pour une Rome mise en branle au début de la République, alors qu'elle fait face à l'armée des Volsques, menée par le pire ennemi de Coriolan, Ophidius. C'est dans ce cadre politique instable que le Sénat accorde à la plèbe la possibilité d'être représentée grâce à la présence de 5 tribuns dans les instances du gouvernement, dont Sinius et Brutus. Ces derniers, après la victoire de Coriolan contre l'armée des Volsques, vont manipuler les tribuns de la plèbe pour refuser l'accès de Coriolan au consulat, par peur qu'il ne s'accapare le pouvoir. Ce dernier s'emporte violemment et ne contrôle plus ses mots lorsqu'il déclare son mépris total envers la plèbe, ce qui lui vaudra d'être envoyé en exil. Alors chassé de Rome, il rejoint les troupes de son ennemi Ophidius, décidé à marcher sur la ville qu'il a humiliée. La mère de Coriolan, Volumnie, finira par convaincre son fils de faire la paix, mais avant de repartir pour Rome, il se fait assassiner par Ophidius. Coriolan est une pièce d'une grande richesse, d'une grande complexité et d'une grande ambiguïté. Elle étonne surtout par son intemporalité, capable de faire écho à beaucoup d'événements politiques récents, par des propos ou des situations spécifiques, mais avant tout le reflet d'une époque de transition instable pour l'Angleterre du XVIIe siècle. En effet, après la mort de la reine Élisabeth Ier en 1603, Jacques Ier récupère la couronne et renforce le pouvoir absolu de la royauté, et rentre ainsi en conflit avec le Parlement, puisque le pouvoir politique avait toujours été partagé entre le roi, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Cette idée de distribution du pouvoir est au cœur des conflits de Coriolan, qui est en réalité une pièce réflexive sur les questions de la pertinence et de l'efficacité des différents systèmes politiques et sur le pouvoir, ce qui le caractérise et ce qui le définit. Comme quoi, Game of Thrones n'a rien inventé. Rome est divisée par une forme de lutte des classes entre plébéiens et patriciens, en plus de devoir faire face à la menace des Volsques. C'est dans cette situation de tension sur tous les flancs que le peuple se révolte dans l'ouverture de la pièce. Afin de calmer la foule, Agrippa Meneius, le meilleur ami de Coriolan, raconte une fable qui, par la métaphore du corps humain, illustre sa conception de l'État. Le peuple est représenté par toutes les parties du corps humain qui se révoltent contre le ventre, qui lui représente le Sénat et les hommes au pouvoir. Les autres parties du corps lui reprochent d'être paresseux et inactif, seulement en train d'absorber sans travailler. À ces jactances, le ventre répond « Il est bien vrai, mes chers conjoints, que je reçois en premier toute la nourriture qui vous fait vivre, et c'est chose juste, puisque je suis le grenier et le magasin du corps entier. Mais, si vous vous souvenez, je renvoie tout par les rivières du sang, jusqu'au palais du cœur, jusqu'au trône de la raison, et, grâce aux conduits sinueux du corps humain, les nerfs les plus forts et les moindres veines reçoivent de moi ce simple nécessaire qui les fait vivre. Et, bien que tous à la fois vous ne puissiez voir ce que je fournis à chacun de vous, je puis vous prouver, par un compte rigoureux, que je vous transmets toute la farine et ne garde pour moi que le son. » Alors que la figure du corps humain comme métaphore de la distribution du pouvoir a très souvent été utilisée de façon verticale, mettant la tête comme le domaine de la raison, celui qui commande, Meneius choisit de mettre le Sénat au centre, à la place du ventre, qu'il associe à une image de moteur du corps, qui est en apparence inactif, mais qui est en réalité le pilier qui permet le bon fonctionnement du corps. Ce jeu de métonymie du pouvoir à travers le corps revient très souvent dans la pièce et lui confère un aspect très organique, comme lorsque l'on insiste sur le corps de Coriolan et ses innombrables blessures, ou lorsqu'il est associé à l'image du bras de Rome, ou quand la plèbe est comparée aux mains de la ville. Reste à savoir si Meneius, avec sa fable, tentait honnêtement d'illustrer son point de vue, ou plus sournoisement, de manipuler la plèbe.
Cette idée de manipulation de la plèbe se retrouve plus explicitement vers le milieu de la pièce, lorsque Sinius et Brutus essaient de convaincre les autres tribuns plébéiens de ne pas accorder à Coriolan l'accès au consulat, alors qu'ils étaient en premier lieu séduits par les dires du personnage éponyme. Cette situation met en exergue un des problèmes du système représentatif mis en place dans la pièce. À quoi peut bien servir ce système s'il peut être aussi facilement détourné et utilisé par des personnes qui ne servent que leur propre intérêt et volonté ? L'éducation politique de la plèbe étant absente, elle ne devient qu'une masse de voix à dompter et à apprivoiser pour servir l'intérêt de celui qui arrive le mieux à séduire et à persuader. D'un autre côté, les intentions de Sinius et Brutus peuvent être fondées, car elles s'appuient sur le mépris total de la plèbe de la part de Coriolan et sur son caractère colérique et impulsif, à l'image d'un potentiel tyran qui a toujours refusé avec ferveur l'accord des droits fondamentaux aux plébéiens, et donc la possibilité de leur émancipation, posant la question du meilleur régime. La situation politique dépeinte dans la pièce est assez pessimiste, ou malheureusement réaliste, puisque le pouvoir est tiré entre démagogues, incompétents et tyrans, l'oligarchie, la monarchie ou la démocratie. On retrouve ces questionnements dans la philosophie de Niccolò Machiavelli, penseur italien du XVIe siècle qui décrit l'histoire des États comme l'alternance de trois régimes, l'aristocratie, la démocratie et la monarchie. À une époque où les trois se confondent un peu, il est nécessaire de rappeler que, selon Machiavelli, le pouvoir du peuple est indispensable à la préservation de la République et que tolérer le désordre de la cité et l'entendre, c'est aussi accorder une forme de liberté. Dans son discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel écrit « Prenant d'abord les Romains pour exemple, je dirais que l'on doit toujours confier un dépôt à ceux qui sont le moins avides de se l'approprier. En effet, si l'on considère le but des grands et du peuple, on verra dans les premiers la soif de la domination, dans le dernier le seul désir de n'être point abaissé, et par conséquent une volonté ferme de vivre libre, car il peut, bien moins que les grands, espérer d'usurper le pouvoir. » Shakespeare, quant à lui, laisse les questions sans réponse claire, pouvant tout autant critiquer les faiblesses d'un système démocratique que condamner le comportement de ceux qui les utilisent. Mais dans tout ça, qu'en est-il de Coriolan ? À l'image de la pièce, Coriolan est complexe, ambigu, plein de contradictions. À l'acte 1, il intervient après la fable de Ménéius pour insister sur sa colère face au fait que le Sénat ait accordé au peuple la possibilité d'être représenté par le biais de 5 tribuns. Son mépris est connu de tous, total et sans nuance. À l'acte 2, le spectateur explore une autre facette du personnage, puisque l'on découvre ses habilités au combat lors de cet acte épique durant lequel Coriolan montre tout son courage, son honneur, ses valeurs, ses fines qualités de stratège et ses immenses capacités au combat. Malgré ses blessures, il arrive tout de même à battre Ophidius. Shakespeare met ici en avant une image héroïque, voire super-héroïque, un homme capable de se sortir de situations fatales et désespérées, paradoxalement protecteur de valeurs qu'il a critiquées précédemment propres à Rome. L'image du défenseur, du sauveur, en plus de faire preuve de désintérêt face au butin de son ennemi, qu'il laisse à ses camarades et à son armée. Coriolan est un enfant du terrain, un guerrier naturel, qui a en lui la force de Mars, qu'il invoque à de nombreuses reprises. À l'acte 3, sa mère Volumnie le pousse à faire son cursus honorum, alors qu'il est en premier lieu totalement désintéressé. Il ne supporte pas de devoir jouer les démagogues afin de se mettre dans la poche la voix des tribuns. C'est à ce moment que son caractère impulsif et colérique prend le dessus, que sa haine éclate totalement et qu'il est par conséquent condamné à l'exil. À l'acte 4, il rejoint les Volsques, ce qui marque son détachement progressif aux valeurs de loyauté, afin de chercher une forme de vengeance orgueilleuse. Et enfin, à l'acte 5, après avoir repoussé les tentatives désespérées de ses frères d'armes qui voulaient le convaincre de s'arrêter là avant de marcher sur Rome, Coriolan est finalement convaincu par sa mère dans un échange d'une immense beauté et peut ainsi amorcer sa rédemption, avant de se faire assassiner par son pire ennemi, Ophidius, piégé dans une mécanique infernale et impitoyable. Coriolan est-il la victime d'une situation ou est-il son propre bourreau ? Pouvons-nous tolérer l'immense mépris et la violence d'un individu envers le peuple tant qu'il en reste le protecteur, ou bien devons-nous condamner son comportement ? Devons-nous admirer ou plaindre Coriolan ? Autant de questions qui sont les témoins d'un personnage complexe, le seul personnage désintéressé du pouvoir de la pièce, et pourtant celui qui souffre le plus. C'est un ensemble d'événements et de propos qui l'ont poussé vers cette issue tragique. C'est quelque part un personnage victime de son honnêteté, de son orgueil, imparfait, et donc profondément humain. La pièce de Shakespeare a donc autant un immense souffle tragique qu'une dimension politique complexe.
toujours aussi actuel après 4 siècles. Intemporel.